Pour cette deuxième édition d'Info 7, mesdames et messieurs, j'ai le réel plaisir de recevoir une intelligence de mon pays. Elle est porte-parole du MLP, le parti cher à Franck Diongo. J'ai le réel plaisir d'ouvrir le bal pour la deuxième fois avec une dame, Mimi Angèle Condé. Donc avec elle, nous allons décortiquer le temps fort de l'actualité de cette semaine. Très heureuse donc de vous recevoir, Mimi Angèle Condé. Ça a toujours été un plaisir pour moi d'être à côté de vous et d'être questionnée par vous parce que vous êtes percutante et je crois que je serai à mesure de répondre à vos questions. Merci, c'est gentil. Nous sommes encore au mois de janvier pour commencer l'émission en douceur. Est-ce que vous avez des vœux, Maître Angèle, Maître Mimi Angèle, présenter à ceux qui vous en chèrent? Là, nous démarrons un peu l'émission avec un peu de légèreté. Merci beaucoup. À tout seigneur, tout honneur. Je présente mes vœux à l'héros vivant, mon président Franck Diongo, et à la grande famille MLP, Maman Espoir, les mamans de Diongo, et à tous les comités intérimaires, prof René Loata, et Nana Mukuna, Chantal Mboyo, et tous ceux qui me soutiennent dans la commune de Bandalungwa, Amakala, Ferdinand, Bran, je ne vous ai pas oublié, Condé, vous êtes là dans mon cœur, on va continuer ces combats parce que c'est la lutte libère. Je ne peux pas oublier ma vieille mère, maman Anastasie Mwakamfuka, toi qui as fait que je sois dans ce monde. Meilleurs vœux à toute la famille Condé, le professeur ingénieur Condé, l'assistant Dickens Condé, Papi Condé, Agnès Condé, Marie-Claire Condé. Je pense aussi à Thérèse Miasiantima, ma grande sœur. Je pense à ma nièce Clarisse Makonga, Likonga, Yangoyo, à mes deux petites filles, princesse maître, princesse Akassia Kilula, et aux magistrats, futurs magistrats, parce que les deux veulent faire les droits comme moi, Ndji Ilungambombo, et à mon fils Eric Kilula Credo. Merci en tout cas, je crois que on a fait le tour. Donc Mimi Angèle Condé, comment se porte le MLP? Toujours dans la lutte, hein? Vous savez que le MLP, c'est un parti des martyrs. Et le MLP, c'est un parti porteur des revendications et des aspirations du peuple. Franck Diongo, c'est un prophète politique. Franck Diongo a une longueur d'avance par rapport à ses congénères. Et à chaque fois qu'il annonce quelque chose, les gens boudent, mais au finish, on arrive à lui rejoindre. Il trace toujours la voie à suivre. Donc au MLP, comme dit ici bien nos devises, c'est la lutte libère, sans sacrifice, pas de changement, ne jamais trahir les Congos, ne jamais trahir son combat, ni par cupidité, ni par ambition, ni par lâcheté. Déjà, est-ce qu'au début de cette année, est-ce que, comme vous l'avez si bien dit, je peux vous appeler Mimi, oui. Est-ce que Mimi, est-ce que Franck Diongo a déjà prophétisé pour cette année déjà? Est-ce qu'il a déjà prophétisé, comme vous le dites si bien? Oui, Franck Diongo a déjà prophétisé pour cette année. Souvenez-vous, dès sa sortie de la prison, il a parlé de cette histoire de la balkanisation. Il a dit que la menace qui pèse sur le Congo est plus forte que nos ambitions. Là, ça rejoint directement notre devise. Ne jamais trahir les Congos, ni par cupidité, ni par ambition. J'étais candidate députée nationale à la FUNA, moi. Les MLP a dit, on se retire des élections. Les MLP s'est retiré des élections. Mais on avait des ambitions. On voulait devenir des députés. On voulait devenir des sénatrices. Pourquoi pas devenir bourgmestre de la commune de Bandalungwa? On a des ambitions. Mais la menace qui pèse sur le Congo, est-ce que nous comprenons? Patrice Lumumba l'avait déjà annoncé en 1960. Que la Belgique veut balkaniser les Congos. On a pris ça à la légère. Le 2 avril, Franck Diongo a parlé de la balkanisation de notre pays. Nous allons en parler d'ailleurs lors du deuxième élément, mais nous allons d'abord monter à la colline inspirée parce que vous le savez, cette semaine c'était assez chaud à l'université de Kinshasa. D'ailleurs, la décision est tombée. On a fermé momentanément cette université et d'ailleurs, ce qui ressort du Conseil des ministres, les Minerval n'a pas bougé. En fait, les frais pour payer n'a absolument pas bougé parce que les étudiants ont marché contre l'augmentation des frais académiques, mais bizarrement, entre guillemets, c'est resté le même. Alors, il y a même quelqu'un qui m'a dit de poser cette question à Mimi Angèle Condé. Est-ce que le FCC n'a pas gagné?
parce que c'est toujours comme ça que ça se passe. Le FCC, quand il propose quelque chose, eh bien, au finish, c'est toujours la proposition du FCC qui passe. Alors nous allons aller à l'UNIKIN parler un peu de ces tensions, nous allons parler du rétropédalage des frais académiques et évidemment la rencontre du président de la République avec certains étudiants. Par ces manifestations, les étudiants ont voulu contraindre le gouvernement à baisser les frais académiques qui étaient de 253 000 francs congolais et maintenant fixés à 490 000 francs pour les classes de recrutement et 410 000 francs pour les classes montantes. D'après le commissaire provincial de la police, les policiers ont été déployés sur les sites de l'université de Kinshasa pour sécuriser les étudiants et prévenir les dérapages. Silvano Kassongo explique que les choses ont pris une mauvaise tournure lorsque les manifestants voulaient aller jusqu'au rond-point Triangle alors qu'ils devaient manifester à l'intérieur du campus. Ces derniers se sont mis à brûler de pneus et à jeter des projectiles à l'endroit des éléments de la police qui, à leur tour, ont réagi par des gaz lacrymogènes. Signalant qu'un manifestant a été touché par balle et 4 policiers grièvement blessés, le ministre de la Jeunesse, Billy Kambale, a condamné l'usage de la force sur les sites de l'université par la police. Il a déclaré sur Twitter que le déploiement d'autres unités de manière intempestive est anormal. La situation reste tendue et les policiers sont restés devant certains bâtiments de l'université, ce qui a empêché la vandalisation du siège de l'association des professeurs de l'UNIKIN, ainsi que l'accès des véhicules au site universitaire. L'instruction du ministre de l'ESU relative à la fixation des frais académiques pour l'année 2019-2020, boudée par le différent comité de gestion des universités, pousse Thomas Louaka à faire les rétropédalages, lui qui a fixé les frais à 164 700 francs congolais pour les classes de recrutement, 131 760 francs congolais pour les classes montantes et 247 050 francs congolais pour le 3e cycle. Le ministre, qui n'avait pas consulté au préalable ses partenaires, s'est vu contraint par ces derniers au point de se dédire. Nous avons au niveau du ministère de l'enseignement supérieur fixé le coût des frais d'études pour cette année, mais on a demandé à chaque université, chaque institut supérieur de pouvoir négocier en interne ce qu'on appelle les frais connexes nécessaires au fonctionnement de chaque institution. C'est ainsi que l'université de Kinshasa, qui est représentée ici par leur comité de gestion, l'association des professeurs, l'association des scientifiques, le personnel administratif et technique et la coordination des étudiants qui est ici, ils se sont réunis pendant 3 jours et le 19 décembre, ils se sont mis d'accord de manière consensuelle sur un montant qui devrait être payé par tous les étudiants de l'UNIKIN cette année-ci. Les montants, c'est 490 000 francs congolais. Argumentaire peu convaincant car le ministre de l'ESU avait dans ses directives fixé aussi bien les frais connexes. Les manifestations des étudiants de ces jours sont donc une réponse au tâtonnement avec lesquels Thomas Louaka gère ses ministères, lui qui avait été rappelé à l'ordre par le Premier ministre Sylvestre Ilunkamba. La remise à niveau de membres du gouvernement Ilunkamba organisée à Kisantu tout récemment devra inspirer le ministre Thomas Louaka afin qu'il s'inscrive dans la bonne gouvernance. La tension observée au sein de l'université de Kinshasa le 6 et 7 janvier dernier entre les étudiants et les éléments de la police nationale congolaise fait couler encre et salive. C'est dans cette optique que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi va recevoir le représentant des étudiants ce vendredi. Cette rencontre permettra sans nul doute de trouver une solution idoine aux revendications des étudiants de la colline inspirée. À ce sujet, plusieurs voix se lèvent, notamment la Lucha, pour dénoncer fermement la décision du gouvernement ordonnant aux étudiants d'évacuer les résidences universitaires. Certains observateurs expriment leurs inquiétudes quant au sort réservé aux étudiants venus de province ainsi que de pays étrangers. Malgré leur désapprobation de ces mesures prises par l'exécutif national, les étudiants ont décidé de regagner leur domicile. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise, Silvano Kassongo, parle déjà de 95% d'étudiants qui ont quitté volontairement le home de l'université de Kinshasa.
Mimi Angèle Condé, vous avez fait vos études supérieures à l'université Oui. de Kinshasa. Oui, Donc je vous suis êtes de produit de l'UNIKIN, promotion 2002. 2002. Les frais académiques à l'époque, c'était à combien, si vous vous souvenez? Oui, moi, quand j'ai commencé l'université, les derniers frais que j'avais payés, c'était à 100 et quelques dollars. 100 et quelques dollars. Oui. Mais les gens disent que l'université au Congo, c'est l'université la moins chère. Et que pour faire des études, en tout cas dans des bonnes conditions ailleurs, c'est des milliers de dollars. Alors l'université, c'est pour les élites, c'est pas pour tout le monde en fait. C'est peut-être ce que nous ne comprenons pas. C'est pas tout le monde qui part à Harvard, c'est pas tout le monde qui part à la Sorbonne, c'est pas tout le monde qui va dans des universités réputées. Pourquoi on a popularisé ainsi l'université? Maintenant, ça semble vraiment un morceau dur pour la plupart des étudiants. Je vous dis merci. D'emblée, je dirais que l'avenir d'un pays dépend de son éducation, de son système éducatif en fait. Parce que il y a eu d'abord un système populiste. En 1960, il y a eu carence des intellectuels. Lors de l'indépendance. Lors de l'indépendance. Une dizaine simplement des universités. Les chiffres sont connus. Alors, c'est les Nations Unies qui suppléaient pour qu'on ait des professeurs expérimentés. Et vous voyez dans quelles conditions nos pères ont étudié à l'université. Dès que nous avons accédé à l'indépendance, ils mangeaient, il y avait les transports, il n'y avait pas assez de monde à l'université. Si vous regardez même la construction de l'UNIKIN, même les hommes, ça vous dira il y avait combien d'étudiants. D'ailleurs, j'ai publié quelque chose sur ma page par rapport à la création de l'UNIKIN en 1954. C'était très beau. C'est incroyable. Je me suis dit, ça, c'est pas la RDC. C'est incroyable. L'UNIKIN était vraiment un bijou. Mais il faut voir, même aujourd'hui, quand vous allez à l'UNIKIN, j'ai étudié là-bas. J'ai habité les hommes 80, hommes 150. J'ai dit coucou à tous les pensionnaires. J'ai habité ces hommes-là. Mais la question que l'on doit se poser aujourd'hui, j'ai dit que l'avenir d'un pays dépend de son système éducatif. Ce n'est pas seulement la gratuité dans l'enseignement primaire. Mais là, au niveau universitaire, que doit-on faire? Mais c'est là où on interpelle les gouvernements. Vous voyez la vision du chef de l'État par rapport à l'éducation. Il a parlé de la gratuité. Il a dit on va aller mollo pour arriver jusqu'à l'université. C'est vrai qu'aux États-Unis, l'université n'est pas ouverte à tout le monde. Moi, j'ai eu la grâce de faire l'université. Je ne suis pas ici d'une famille riche, mais je fais l'université. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, la rémunération de nos parents, peuvent-ils leur permettre de faire étudier leurs enfants à l'université? La rémunération de nos parents. C'est là où nous disons que le gouvernement congolais devait tenir compte de la pauvreté de sa population et qu'on puisse convoquer même les états généraux de l'enseignement supérieur universitaire pour qu'on voie dans quelle mesure on peut pallier à certaines choses. Et les corps académiques doivent se réunir. Mais quand le ministre de l'ESU, Thomas Louak, a fixé les frais académiques, les montants inconnus aussi, avec les étudiants disent que c'était en même temps les frais académiques et les frais connexes. Maintenant, il s'est dédié, il dit non, moi je n'ai fixé que les frais académiques, les frais connexes, c'est à chaque université de fixer cela. Donc les étudiants étaient un peu fâchés, ils ont dit que non, ils ont été trompés par le ministre de l'ESU. Mais ces frais connexes, c'est quoi d'abord? Madame, lorsque nous venons, d'ailleurs nous venons de suivre l'élément du ministre de l'ESU, le dossier a été mal géré. Les dossiers ont été mal gérés par le ministre de l'ESU, on doit le dire clairement. Nous avons étudié à l'époque de Mobutu, nous est venu nous trouver. Est-ce que lorsque les étudiants revendiquent par rapport à la hausse du coût ou des prix des frais académiques, ça constitue un problème? Ils savaient que les étudiants allaient manifester. Il y avait des armes, hein, vous avez suivi Je suis d'abord sur le principe. Oui, je suis d'abord sur le principe parce que moi j'ai fréquenté l'UNIKIN. Je suis une étudiante de l'UNIKIN. D'ailleurs, ceux qui me suivent vont se souvenir qu'avant le départ de Mobutu, il y a eu une marche motorisée. On avait fait une marche motorisée à l'UNIKIN. Ceux qui savaient conduire, on prenait les véhicules des gens.
On vous voit Paulette Kimoutou avec votre véhicule, on dit madame, descendez, donnez-nous les contacts, gardez vos documents. J'ai participé à cette marche motorisée à l'UNIKIN. Et après la marche, tous les véhicules étaient rentrés à l'UNIKIN. Quand vous venez, vous vous présentez avec votre carte rose, on va là-bas, on regarde, c'est telle voiture, madame, prenez votre contact, prenez votre véhicule, vous partez. Mais il devait y avoir des enquêtes, madame. La manière dont on a fait sortir, la manière dont on a fait sortir les étudiants de Home. Mais c'est pour chercher les infiltrés, parce qu'ils ont dit, des étudiants, le chef de l'État l'a dit, comportez-vous en futur cadre. Donc vous faites sortir les étudiants, vous dites aux étudiants de partir, mais après vous dites, vous avez retrouvé les armes. Dans quelle chambre? Qui étaient les occupants de cette chambre? Parce que l'information que je vais vous donner, la chambre à l'université de Kinshasa, c'est pour les pré-finalistes et les finalistes. Moi, j'ai commencé mon première année de droit et mon dernière année de droit à l'UNIKIN. J'ai eu droit à être logé en première licence. On était en groupe. Et en deuxième licence, c'était la même chose. On connaît les occupants de chaque chambre. On sait que dans cette chambre, nous avons logé Mimi Angèle Condé, Dorazaki Mujinga, et Memeno, et tout. Ce sont les gens avec qui j'ai partagé la chambre. Alors, quand on sait qu'on a trouvé des armes, par exemple, dans la chambre 158, on sait qui étaient les occupants de la chambre 158. Qui étaient les occupants de la chambre 158? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut vraiment établir une statistique fiable des étudiants de l'université de Kinshasa aujourd'hui, avec ce nombre? Déjà qu'on n'a pas de carte d'identité, nous-mêmes, on ne sait même pas qui est congolais et qui ne l'est pas. Est-ce qu'aujourd'hui, l'université de Kinshasa peut nous dire le nombre exact des étudiants de l'université de Kinshasa? Oui, ils sont en mesure de les dire. Et ils sont en mesure de donner des informations par rapport aux étudiants qui sont logés dans des homes. Parce que, en principe, comment ça se passe? Même si vous êtes logé dans une même chambre à deux et que vous avez pris des maquisards, on n'a pas besoin d'atteindre les maquisards. On vous atteint, vous? On vous atteint, c'est vous qu'on avait logé. On a trouvé les armes dans votre chambre. C'est à vous deux de répondre pour dire d'où viennent ces armes. C'est à vous de dire non, on n'était pas seul, on a sous-logé, on avait des maquisards, tel maquisard, tel maquisard, tel maquisard, et on fait appel à ces maquisards et puis on peut établir des responsabilités. Mais dire d'emblée que non, on a trouvé des armes dans des homes, ça c'est le système Mobutu. Ça ressemble à l'affaire Coutinho. Hein. C'est le système Mobutu, madame. Comment on veut nous faire rentrer encore dans le système Mobutu? Non, moi je me plains. J'ai fait l'UNIKIN, je me plains, madame. On a souffert de ce genre de mesures. On vous dit... La politisation de l'UNIKIN aussi, c'est ça. Dit, on reproche... Vous avez été à l'UNIKIN, Maître Angèle, Mimi Angèle, la politisation. Aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui reprochent aux étudiants les marches et tout ça. Mais quand ils étaient à l'opposition, nous on fait ce devoir de mémoire, merci à toi Peter Tiani, quand ils étaient à l'opposition, à chaque marche des étudiants, ils les acclamaient. Mais aujourd'hui, pourquoi ils s'élèvent aujourd'hui et taxent les étudiants des bandits, des voyous, etc. J'ai dit que le gouvernement congolais, le mal du gouvernement congolais, c'est quoi? Même nous, on a eu des martyrs dans notre parti qui étaient décédés. Les gouvernements disaient, ce sont des fumeurs de chambre, ce sont des voyous, des ramassés. Mais aujourd'hui, vous avez ces gens-là qui sont dans notre parti. Ils sont là, ceux qui étaient arrêtés avec le président Franck. On a tué nos membres lors des marches. On a pleuré nos corps là-bas. Et c'est le même système qui va continuer. Nous avons combattu Mobutu. Nous avons combattu Laurent Désiré Kabila. Nous avons combattu Joseph Kabila Kabane. Et maintenant, on nous revient avec des mesures dictatoriales telles que Mobutu le faisait. L'UNIKIN en a souffert, on a payé les prix des fermetures et des fermetures. Est-ce que pour réhabiliter les hommes, on doit fermer l'UNIKIN? Je dis non. Parce qu'un étudiant de premier graduat n'est pas logé. Les étudiants logés à l'UNIKIN sont les pré-finalistes et les finalistes. Alors, quel genre de sanction? C'est une sanction disproportionnée. Et si, permettez-moi madame, je voulais dire au gouvernement, nous avons souffert de ces genres de mesures. Ce n'est plus le moment. Aujourd'hui, il y a un autre régime, il y a un autre système, et nous voulons qui n'a pas du tout été déboulonné. On n'a pas déboulonné l'ancien. Le peuple congolais, en 2020, le président de la République l'a dit, c'est l'année de l'action. Et la première action, c'est l'action des étudiants. La fermeture de et nous disons c'est la première action. Au gouvernement, gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est anticiper.
Les étudiants avaient dit qu'ils allaient marcher, ils étaient au courant, ils allaient prendre toutes les mesures sécuritaires pour sécuriser les sites universitaires et pour permettre aussi aux étudiants de manifester leur mécontentement par rapport au gouvernement qui a mal géré ces dossiers. Et de deux, madame, pourquoi on doit continuer à politiser les comités de gestion des instituts supérieurs et des universités? Apoukine est là. Laissez à l'Apoukine le choix de choisir la personne qui doit diriger le recteur, les secrétaires l'université. Laissez-les. C'est toujours politisé. Hein, Pourquoi vous continuez à nommer? Et voilà, nous venons de suivre le ministre de l'ESU, Thomas Louaka. Avant, il a dit 131 000, de 131 000 à 410 000, plus les frais connexes. 300 000, vous ajoutez comme ça? Est-ce que les salaires des parents ont augmenté? C'est sûr aussi que je voulais interpeller les parents congolais. Non, moi, j'ai fait l'université. Mes parents n'étaient pas riches. Mais j'ai fait l'UNIKIN, j'ai fait les droits, j'ai terminé. Aujourd'hui, je suis avocate. Mais vous, parents, vous restez main croisée au moment où l'avenir de vos enfants va être hypothéqué? Non, nous disons au gouvernement, si le ministre de l'ESU, Thomas Louaka, n'est pas en mesure de gérer ces dossiers, qu'on donne ces dossiers à une autre personne, qu'il quitte ces ministères et pour qu'une autre personne puisse prendre la charge de diriger ces méga ministères. Avant de terminer cette histoire de l'avenir de nos parents. L'évacuation des hommes a soulevé la problématique des étudiants qui sont venus de l'intérieur et même ceux qui sont des étrangers aujourd'hui. Et ça a réveillé, on voit aujourd'hui dans les réseaux sociaux, les originaires de telle province, il y a des députés qui les appellent pour les loger, les originaires de telle province, tel député les appelle et tout ça. Ça fait ressortir encore une fois de plus, Angèle, le régionalisme. Mais oui, madame, mais c'est ça que même lors du message de vœux de Franck Diongo à la nation, il a dit. Pourquoi les FCC se comportent en opposant vis-à-vis du président de la République? Pourquoi? Le président a pris une mesure par rapport à l'enseignement primaire, que nous accompagnons, que tous les parents accompagnent, que la population accompagne, pour permettre aux enfants d'étudier. Et maintenant, avec tout ce qu'il y a eu pour la gratuité de l'enseignement primaire, et beaucoup de préfets, je vous dis ici qu'il y a à Litigombe, il y a un préfet, il a perçu l'argent pour les élèves des premières et deuxièmes des classes montantes. Il a été suspendu, mais il est parti avec l'argent. Il est parti avec l'argent. Et maintenant, les enseignants sont en train de gréver, ils sont en train de réclamer cet argent. Quelle est la solution qu'ils vont donner à ces professeurs de Litigombe? C'est encore un problème. Ce n'est pas encore terminé, il y a aussi d'autres. Vous avez vu l'honorable, ma soeur, l'honorable Christelle Vouanga. Il y a eu des élèves des lycées Motema Pico qui ont réclamé. Et aujourd'hui, c'est les étudiants de l'UNIKIN. Mais madame, nous tendons vers l'année blanche. Nous tendons vers l'année blanche. Vital Kamerhe a dit non, il y aura nous tendons vers l'année blanche. Il a rassuré. Posons-nous la question. J'appelais des bonnes intentions, oui. Mais posons-nous aujourd'hui la question. Ils vont réfectionner les hommes pendant quel délai? Et au moment où nous parlons, les étudiants sont en vagabondage. Hein? Mais ils étaient en plein cours, madame. Ils étaient en plein cours. Et maintenant qu'ils ont dit que nous fermons l'UNIKIN, est-ce que pour réfectionner les hommes, on doit fermer l'UNIKIN? Merci, madame. Nous tendons vers l'année blanche. Donc, les chefs de l'État ont l'obligation, parce qu'il avait reçu les étudiants, de se pencher sur cette question. Ça fait partir du peuple d'abord. Le peuple d'abord, le peuple veut étudier, le peuple veut aller de l'avant pour booster le développement du Congo. Nous allons à l'Est, Mimi Angèle Condé, porte-parole du MRP, nous allons à l'Est, nous allons parler de ce phénomène de balkanisation qui revient. Vous avez dit, Franck Diongo avait déjà parlé de ça, de la balkanisation, le communiqué, d'ailleurs le FARDC, notre propre armée, a fait mention de la balkanisation, du risque de balkanisation de notre pays et la réaction de Cash par rapport à la construction de ce mur, parce que beaucoup se disent à la fin, construisons carrément ce mur, comme l'a proposé aussi Trump par rapport au Mexique, bonne ou mauvaise chose. Mimi Angèle nous dira. Deuxième élément, s'il vous plaît. La balkanisation a été déjà décriée depuis Lumumba, qui a parlé que le Blanc avait un plan de balkanisation pour notre pays.
Mais aujourd'hui, l'unique moyen, solution pour empêcher cette balkanisation, c'est de renforcer l'armée à l'est du pays, de bien équiper nos soldats qui sont en train de se battre au fond et voir aussi la volonté qu'il y a dans les chefs de certaines autorités, en l'occurrence les présidents de la République. Donc nous, Congolais, nous ne pouvons pas accepter que notre pays soit balkanisé, que nous puissions perdre même quelques centimètres de notre République démocratique du Congo. Comme certaines langues aujourd'hui disent qu'il faut aller à un dialogue, on ne peut pas aller à un dialogue pour la balkanisation, alors il faut raisonner pour renforcer nos militaires qui sont en train aujourd'hui de faire un travail important à l'est du pays. Donc, en ce qui concerne la construction des murs, ce n'est pas une hypothèse envisageable parce que nous avons intérêt à ce que les frontières soient libres parce qu'il y a aujourd'hui des petits commerçants qui quittent la République démocratique du Congo pour entrer au Rwanda. Bien sûr qu'il peut y avoir des barrières, mais ce n'est pas une solution efficace. Oui, c'est une réalité. C'est une réalité. Nous avons aujourd'hui une armée infiltrée par les ennemis, mais il faut, comme on l'a toujours dit, il faut encourager ceux qui ont la volonté de servir la République. Parce que dans cette armée, il y a encore nos compatriotes qui sont conscients qu'ils ont prêté serment pour défendre l'intégrité de la République. L'armée congolaise confirme dans son communiqué signé par le porte-parole, le général-major Léon Richard Kassonga, que la RDC fait réellement face à l'exécution d'un plan de balkanisation sur ses frontières. L'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo tient à rappeler à l'opinion tant nationale qu'internationale que dans le cadre de la guerre non conventionnelle menée dans le Grand Nord, le FARDC font face à deux insurgés dont le but final est la balkanisation de la partie est du territoire national, rapporte le dit communiqué. À en croire le même document, le groupe rebelle rend légitimes leurs activités insurrectionnelles en s'appuyant sur des causes de mécontentement réels ou imaginaires diffusés à travers toutes les couches sociales et par divers canaux de communication. D'où l'appel de FARDC à la population congolaise en général et à celle du Grand Nord en particulier à avoir plus de vigilance et à se désolidariser de ces insurgés en soutenant totalement l'armée régulière. Cette dernière réaffirme donc son engagement à soutenir la population civile qui a tant souffert des affres de cette barbarie par des actions de reconstruction des infrastructures socio-économiques de base. Mimi Angèle, nous avons suivi les FARDC qui parlent de ce risque de balkanisation. Et notre compatriote a dit ça a commencé déjà depuis Lumumba. Vous-même, vous l'avez souligné tout au début, que ce risque existe depuis 1960. Que doit-on faire pratiquement pour que même pas 1 centimètre de notre pays puisse s'en aller, puisse partir aujourd'hui, que nous perdions même 1 centimètre carré de notre pays? Comme je l'avais relevé à l'introduction de cette émission, Madame Paulette Kimontou, que la crise congolaise, c'est une crise de décomposition de la société et de l'État congolais. C'est ça en fait la balkanisation. La décomposition de la société congolaise et de l'État congolais. C'est ça la balkanisation que Patrice Emery Lumumba avait déjà dit en 1960. Et le 2 avril 2019, lors de la conférence de presse, le revivant Franck Diongo l'avait dit. Il avait dit que la crise congolaise est une crise multidimensionnelle. Et les grands responsables peuvent être les hommes politiques, ce sont les politiciens. Mais dans cette guerre-là, c'est multidimensionnel. Il y a la dimension géopolitique et il y a la dimension géostratégique. Le Congo est au cœur de l'Afrique. Les Congo regorgent beaucoup de ressources naturelles et minières. Et on doit chercher, voilà pourquoi parmi les propositions qu'a préconisé les MLP et son président Les Revivants, qu'il y ait une enquête internationale pour qu'on établisse des responsabilités. Les multinationales ont besoin des matières premières du Congo. Ils sont en train de financer les groupes armés pour mener ces actions au Congo et prendre nos minéraux et le revendre aux multinationales. Mais aussi, vous avez compris le rapport des Nations Unies, lorsque le rapport des Nations Unies a cité certains
certaines autorités, tant politiques ou militaires. Que militaires. Oui. Mais les sanctions ne sont pas tombées. On les a repris d'ailleurs. Ils sont toujours là, ils travaillent. Justement, voilà pourquoi nous disons là. que la crise congolaise est une crise multidimensionnelle. C'est une crise cyclique. À un moment donné, vous allez voir comme s'il n'y a plus rien. La crise est mise en éveil comme un ordinateur. Après un moment, on redémarre. Après un moment, on fait semblant d'une accalmie. Non. Et nous disons que la crise est aussi géopolitique. Nous sommes dans la région, nous sommes en Afrique. Nous parlons de nos voisins. Il y a des groupes armés qui viennent de nos voisins. Mais quand Martin Fayoulou, nous sommes vraiment à chaud. Quand Martin Fayoulou dit par exemple, attaquons, parce que vous savez que ça provient de tel pays, de tel pays, de tel pays. Il a dit, mais carrément, au lieu de faire semblant de tourner en rond, mais Trump l'a fait, attaquons carrément, et puis on va arranger après, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça à subir tout le temps les attaques. C'est notre population qui est tuée, ce sont nos femmes qui sont violées. On ne peut pas continuer à dire toujours des prétendus ADF, des prétendus, et pourtant on sait très bien d'où proviennent ces gens. Cette hypocrisie va continuer jusqu'à quand? La crise congolaise est multidimensionnelle. On ne peut pas aujourd'hui préconiser l'unique solution militaire de guerre. Même nos FARDC, je soutiens 100% nos FARDC. Bravo nos FARDC pour le travail que vous êtes en train d'abattre. La crise est multidimensionnelle. La solution aussi doit tenir compte de la multiplicité des dimensions de cette guerre. Donc on doit prendre le côté diplomatique, militaire, du côté judiciaire aussi. Du côté judiciaire. C'est la plus faible d'ailleurs, on ne sanctionne jamais, on ne sanctionne jamais. Et voilà pourquoi du côté judiciaire nous disons au chef de l'État de dire à aux Nations Unies qu'on ait un tribunal pénal international pour la RDC. Martin Fayoulou l'a dit. Mais comme c'est Martin Fayoulou qui le dit, tout est mauvais. Je dis que le 2 avril, Franck Diongo l'avait déjà dit. Le 2 avril 2019, vous, Congo Web, vous étiez là. Faire revivre à la population ce qu'a été cette conférence de presse à la reine de la presse. Le 2 avril 2019, Franck Diongo en a parlé. Et nous en avons parlé aussi au mois de septembre 2019. Et le 19 décembre 2019, nous en avons parlé. Les 30 encore, nous en avons parlé. La crise est multidimensionnelle, Madame Paulette Kimoutou. La solution doit être aussi multidimensionnelle. Nous devons prendre l'aspect militaire. Dans l'aspect militaire, nous avons fait des propositions qu'il y ait de nouvelles affectations dans l'armée congolaise. On ne peut pas accepter que les dirigeants des régions militaires deviennent des chefs coutumiers. Exactement. Certaines personnes sont là, on ne les bouge pas, ils sont là. Pourquoi il doit toujours rester à Minembwe? Il n'y a que lui qui peut sécuriser Minembwe. Il n'y a que lui qui peut faire quelque chose pour Minembwe. Non, ils sont sous les drapeaux pour servir la nation congolaise. Et comme solution, nous avons préconisé qu'il y ait cet échange, ces changements, qu'on mette de nouveaux chefs dans des régions militaires par-ci, par-là. Et là, nous pensons que cette crise, nous devons nous l'approprier, Madame Paulette Kimoutou. Les institutions pour la question de l'Est, pour Nalikamwama Bélé, ni gauche ni droite. Ni gauche ni droite. Je ne peux pas dire je ne suis pas au gouvernement, je ne peux pas soutenir, ils doivent échouer. Je dis niet. Les Congo m'appartient, les Congo c'est la terre de nos ancêtres, nous devons nous battre pour notre Congo, sinon nous allons devenir des esclaves dans notre propre pays. Et des apatrides. Voilà pourquoi nous avons préconisé, à part les enquêtes internationales, et nous avons voulu qu'il y ait un tribunal pénal international, mais qui est aussi du côté judiciaire. Les victimes, madame. Nous allons continuer, puisque nous sommes toujours dans ce même chapitre. Nous allons parler de la conquête de Madina par les FARDC et la réaction de Chadari par rapport à la situation de l'Est. Nous restons toujours dans ce même secteur. La conquête de Madina est un offre de soulagement pour la hiérarchie militaire. Chirou Mwami est général de brigade. Il est porteur du message du chef de l'État ainsi que de l'ensemble du gouvernement au FARDC. Je veux profiter de l'occasion pour transmettre les félicitations du président de la République, du ministre de la Défense, du chef d'état-major général, à la troupe qui est avec nous, pour leur dire que la hiérarchie militaire a été très soulagée quand ils ont appris que nous venons de prendre le contrôle de Médina, et ils m'ont instruit de transmettre les félicitations
au FRDC et spécialement à la troupe qui a pris la conquête des Madina. Signalons également que le porte-parole du gouvernement, Jolino Makelele, lors de la réunion du Conseil des ministres, a fait savoir que cette conquête amorce à coup sûr les débuts des démantèlements de New Madina, dernier sanctuaire et rempart des terroristes ADF MTM. Le PPD dénonce avec force ces politiciens de tous bords en mal de positionnement qui font la souffrance et tuerie de nos frères et sœurs de Béni un fonds de commerce. Nous devons donc nous mobiliser tous comme un seul homme pour que prenne fin définitivement cette guerre asymétrique qui n'est qu'un terrorisme bien planifié de l'extérieur et soutenu malheureusement par des Congolais à la recherche des postes sans en maîtriser les tenants et les aboutissants. Le PPD soutient et encourage les actions menées par nos forces armées, les FARDC, la police nationale congolaise et les services d'intelligence pour maintenir la paix, particulièrement à Béni et dans tout l'est du pays. Le PPD se réjouit de constater qu'enfin, de nouvelles voix s'élèvent courageusement pour nous rejoindre et rejoindre donc le président Kabila dans nos vieilles déclarations sur les menaces de déstabilisation et de démembrement ourdis contre notre pays. Le PPD condamne avec la dernière énergie tous les actes barbares de violence et tous les dégâts matériels enregistrés ces derniers jours sur le site de l'université de Kinshasa. Notre parti recommande vivement au gouvernement de prendre dans les meilleurs délais toutes les dispositions nécessaires pour la prise en compte des revendications des différentes parties en présence, plus particulièrement celles des étudiants, et en appelle ainsi à l'apaisement total et à la reprise des activités scientifiques et académiques à l'université de Kinshasa.